recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Ils sont plus de 16 millions à vivre à travers le monde, mais ils ne sont peut-être pas considérés à juste titre dans leur propre pays. Je parle bien des Congolais de la diaspora. Un homme qui était un de ces catégories-là, qui a même travaillé au gouvernement pour eux, décide de porter le fardeau des Congolais de l'étranger. Que faut-il faire pour que nos compatriotes viennent contribuer à l'essor de leur pays? On parle des Congolais de l'étranger. Dans le pays, l'actualité reste dominée par la loi des Tiani, portée désormais par les députés nationaux Nsingi Mpouloulou. On reviendra sur cette loi-là. Beaucoup estiment que c'est une loi d'exclusion. D'autres disent non, il faut verrouiller certaines fonctions pour protéger la République contre la balkanisation. On parlera aussi d'un certain nombre de choses dans cette émission. Notre invité, pour la première fois, j'espère que ça ne sera pas la dernière sur ce plateau, Monsieur Emmanuel Ilunga. Monsieur Ilunga, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous avez été ministre délégué aux Affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger. Vous êtes président de l'Action républicaine pour les progrès, c'est votre parti politique. On parlera de tout ça, mais l'actualité dans le pays, elle est quand même un peu lugubre, avec la mort de Laurent Mosengo Passigna. Le corps est arrivé hier. Oui. Vous avez connu l'homme. Quel témoignage vous avez de lui? Qu'est-ce que vous gardez du cardinal Mosengo? Ben écoutez, c'est un homme d'église qui a participé politiquement, au-delà de sa profession, de sa foi. Il a participé politiquement à la stabilité de notre pays. Il a été à la conférence nationale souveraine plutôt, comme une église au milieu du village. Donc c'est un homme de paix, je peux dire. Et paix à son âme. Et je pense que nous devons nous servir de ces exemples divers pour que nous puissions renforcer notre communauté, notre union nationale, de manière à rester toujours unis. Vous dites qu'il était un homme d'église. Beaucoup de ses détracteurs, je n'ai pas envie de faire un procès des morts ici, disent de lui qu'il a eu du mal d'une certaine manière à faire la frontière entre d'un côté l'église et de l'autre la politique. Il n'a pas su rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à César. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'église a son mot à dire dans la société? L'église doit être interventionniste comme l'a été Mosengo ou comme Ambongo l'a fait aujourd'hui? Bien entendu, nous avons, c'est devenu peut-être une tradition. Chaque pays a ses us et coutumes. Et nous, le pays, la nation a été construit par la chrétienté, avec des moines, des prêtres qui sont dissidents quand ils sont venus pour... c'est même dans les cas des églises que certaines expéditions ont été commises ici au Congo. Donc l'église a toujours joué un rôle dans l'éducation. Nous tous ici, pour la plupart, ont fréquenté, en tout cas les gens de ma génération, des écoles catholiques. Et on a été baptisés. Donc il y a une certaine tradition, une certaine complicité entre l'église et la société civile. Et donc partant de ça, l'église a toujours eu un mot à dire. Et je pense que Mosengo c'était pas un homme parfait, mais on ne peut pas non plus témoigner de toute sa force, de toute l'énergie qu'il a apportée dans la situation politique de notre pays. Emmanuel Ilunga, je suis content de vous voir parler comme ça de Mosengo, un homme d'église, parce qu'à un moment donné, avec les phénomènes réseaux sociaux, on vous avez vendu comme un sataniste avec un livre, on parlait des satans, tout ça. Vous êtes catholique, vous êtes chrétien ou vous pratiquez l'occultisme, vous? Non. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'après, vous n'avez jamais eu le temps peut-être d'en parler. C'était quoi cette histoire où le ministre de l'État a mené ses livres d'occultistes, ses livres des satanistes dans les bureaux étatiques, où il se prenait en photo en train de lire des livres consacrés à Satan? Alors, vous savez, moi je suis un gros lecteur. C'est peut-être mon défaut. Je ne peux pas passer 2 jours sans lire un livre. Des fois, je prends 3 livres à la fois. Et ce livre, le titre, c'est Le principe de Lucifer, tome 1, qui est écrit par Howard Bloom. En fait, c'est le Machiavel des temps nouveaux. Et ce livre décrit un peu le fonctionnement social de l'homme, de l'individu et de la société d'une manière générale. Et donne des éléments que vous vivez tous les jours, mais que beaucoup ne voient pas. C'est un réveil des consciences. Ça n'a rien à voir avec des incantations, des satans, parce que l'auteur considère Lucifer
la partie obscure de l'homme. Ah, ok, ok. C'est notre partie obscure. Il considère ça comme Lucifer. C'est une sorte de métaphore que l'auteur fait dans son titre. Exactement. Ça n'a rien à voir avec un livre où on fait des incantations, on appelle Satan, moi je ne crois même pas qu'il existe. Non, non. Il parle de Lucifer en tant qu'élément intrinsèque à notre constitution biologique. Il parle de Lucifer de cette manière-là, en tant qu'élément intrinsèque à notre constitution biologique. Donc cette partie obscure de nous, que nous refusons de voir. Vous verrez que chacun de nous, quand il parle de lui, il parle toujours du bon côté. Parce que en oubliant son Lucifer. Exactement. Et l'auteur essaie de nous réveiller et nous dire, attention, voilà comment fonctionnent les sociétés, d'une manière générale, et l'homme, depuis qu'il est sur Terre, jusqu'à aujourd'hui, c'est tout. Vous avez été surpris d'être présenté comme un occultiste et pas. Non, mais j'ai rigolé. Avec cette photo qu'il a fait. Ouais. Là, ouais, je sais, mais ça m'a fait rire. J'ai rigolé parce que, d'abord, je ne suis pas un occultiste, je suis chrétien, mais moi, je suis chrétien cartésien. Je crois en l'homme, d'abord, qui transforme la société, avant de croire dans quelque chose d'immatériel. Donc Dieu va tout faire. Non, je ne crois pas à ça. Moi, je crois en l'homme. C'est l'homme qui est capable de détruire. S'il est capable de détruire, il est capable de construire. Et si Dieu pouvait faire à notre place, ça se saurait combien d'églises nous avons. Et d'ailleurs même, c'est à cause même des églises, quelquefois des églises, je peux même parler de certaines mosquées, que le Congo est à genoux. Parce que nous avons accepté, c'est ce qui décrit l'auteur dans ses livres. Nous avons embrassé bêtement les cultures des autres, les religions des autres. Nous avons bêtement embrassé l'islam, dont nous ne connaissons même pas les tenants et les aboutissants. Nous avons bêtement embrassé le christianisme, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Et ceux qui nous ont amené ces religions ne les pratiquent pas comme nous. Donc il y a cette bêtise qui fait que nous ne sommes pas assez mûrs pour comprendre comment fonctionne une société et comment développer notre nation. Oli Lunga, parlons politique à présent. Vous êtes président des ARP, oui. Action républicaine pour le progrès. Oui. En préparant cette émission, j'ai vu certains commentaires quand j'ai dit que je recevrais Oli Lunga. Emmanuel Ilunga. Qu'est-ce que je raconte? Oli Lunga, je les salue de la prison où il est, l'ancien ministre de la Santé, mon ami, bien entendu. Qui était dans le même gouvernement que vous. C'est mon ami et collègue. Vous étiez des Ilunga, vous deux. Beaucoup m'ont dit de vous poser la question, pourquoi avoir décidé de créer votre parti politique alors qu'on en a 700 ou 600 dans le pays? Et c'était une question d'opportunisme ou c'est plutôt une pensée réfléchie? Qu'est-ce que l'ARP apporte dans cet univers des partis politiques? Quelle est sa différence? Pourquoi devrait-elle exister? En fait, l'ARP existe avant les PPRD, certains partis. Nous sommes parmi les vieux partis du pays. Et quand nous l'avons créé... De par la naissance et non pas par l'aura. Oui, mais on a eu à travailler. Vous savez, il y a toujours des moments en dents de scie. Hein. Quand vous montez la montagne, vous descendez. Mais ceci n'est pas le problème. Alors, nous l'avons, créé parce que nous continuons à penser qu'il faut une innovation dans la manière de réfléchir, de penser. Parce que si tout le monde pense de la même manière, il est difficile d'échanger des sociétés. De partir d'un point A vers un point B, c'est très facile. Mais d'aller explorer l'univers, c'est ça le plus difficile. Et l'ARP doit pousser toute la nation à explorer l'univers. Donc à réveiller la conscience, à créer l'être humain le nouveau Congolais, qui va comprendre que son propre développement, le développement du pays, ne dépendra jamais des process de la Banque mondiale, ni du FMI, ni de tous les apports des étrangers. Le développement de son pays commencera d'abord par lui-même. Par le fait qu'il aura compris que c'est lui qui doit se mettre debout pour marcher. Parce que personne ne souffrira de votre maladie à votre place. Quels que soient les moyens que vous pouvez posséder, vous souffrez de votre maladie vous-même. Et c'est vous qui vous mettrez debout pour aller chercher des soins. De la même manière pour une nation, quand une nation est malade, il faut qu'elle se mette d'abord debout pour aller chercher des soins et non attendre que le médecin vienne avec des diagnostics qui n'ont rien à voir avec sa maladie. C'est ce que nous vivons au quotidien. Et la plupart des Congolais qui ont été dans les institutions de la Banque mondiale, qui y ont travaillé, sont complètement bornés par des idéologies qui ne font pas avancer le pays. C'est-à-dire des prêt-à-porter, des projets qu'il faut amener. C'est pire que des prêt-à-porter. Ce sont des gens, moi je dirais, comme des robots. Vous voyez, les pires abrutis, c'est souvent des intellectuels. Ceux qui se disent intellectuels, ce sont vraiment des abrutis parce qu'ils pratiquent bêtement ce qu'ils ont appris dans les universités. Et pour eux, le fait d'aller dans une université ou une autre et d'avoir eu un diplôme quelconque
constitue pour eux un honneur, une certaine hiérarchie intellectuelle. Alors que on juge l'homme par l'aune de ce qu'il est capable d'apporter dans une société. Et c'est ce que vous voulez faire. Donc, exactement. Amener le Congolais à avoir différemment, à faire différemment. C'est ce que j'ai toujours fait, même quand j'étais ministre. Quand j'étais ministre aux Affaires étrangères, vous avez vu tout ce que j'ai pu faire. Je suis allé en Malaisie, sauver la vie des Congolais qui étaient condamnés à mort. Il était condamné à mort. Et j'ai tout fait, j'ai mis les moyens à disposition pour que notre compatriote ne soit pas exécuté. Mais là, la politique se joue à gauche et à droite. Vous êtes où? Vous êtes à l'Union Sacrée ou vous êtes toujours au FCC, vous? Alors, je vais vous dire une chose. C'est que l'Union Sacrée, le président de la République lui-même a dit, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un mouvement. C'est une pensée. C'est une idée. À laquelle vous adhérez? Mais en fait, c'est même pas que j'adhère, c'est que c'était moi aussi, j'ai toujours pensé à ça. Je me suis toujours dit, le jour où nous, Congolais, nous comprendrons que chacun doit mettre ses velléités de côté et prendre ce qui est le plus important, ensemble, nous allons commencer une marche pour changer notre pays. Nous avons des richesses, nous avons des intellectuels, mais les pays, la vie ne change pas. Les quotidiens des Congolais ne changent pas, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas pris dans la machine. Bon, à partir du moment où le président a lancé cette idée d'union sacrée, je trouvais que l'idée était belle, parce que c'est une idée à laquelle j'adhérais depuis très longtemps, avant même qu'il l'annonce publiquement, donc j'y adhère. Contrairement au FCC, c'était l'idée de départ de Joseph Kabila était bonne. C'était de créer deux pôles, comme aux États-Unis, les républicains, les démocrates, et dans plusieurs pays démocratiques. Comme en France, la gauche, la droite. Exactement. Mais malheureusement, cette idée du FCC a été mal récupérée par... les sociétaires? Par ceux qui se considéraient comme des dirigeants du FCC. Donc c'était devenu un espace de décisions personnelles, et non un espace de discussion. Et moi, je ne peux pas suivre des gens bêtement. Même au gouvernement, je n'étais pas aussi tendre avec mes collègues. Pas forcément que j'étais méchant, mais c'est que la liberté, c'est une donne à laquelle même Dieu n'a pas touché. Même Dieu lui-même, qui nous a créés, n'a pas touché à notre liberté. Donc vous ne pouvez pas, vous, hypothéquer librement votre propre liberté. C'est pire qu'un esclave. Donc au gouvernement, si j'avais des questions à poser, je posais des questions très sincèrement et franchement, droit dans les yeux. Et d'ailleurs même, pour exemple, lorsqu'on votait les budgets, je crois 2019, de 7 milliards de dollars, moi j'étais contre. Et j'ai une seule personne qui m'a soutenu, c'est Bahati Lukwebo. Tous les autres, ils sont passés devant pour débiter. Moi j'étais à la Banque mondiale, j'étais à l'Ecofir, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais moi j'étais simple. Moi j'ai dit tout simplement, le budget va servir à quoi? À entretenir la misère des Congolais ou à développer les pays? Si vous répondez à cette question, vous avez raison d'être un jour à la Banque mondiale, comme si la Banque mondiale, c'est le gage d'une bonne gestion. C'est le gage du développement. Or, la Banque mondiale, c'est la pire de banque qui existe au monde. Avec tous les programmes qui nous ont amenés au Congo, il n'y a eu qu'échec sur échec. Il n'y a aucun programme que la Banque mondiale nous a amené qui a fait développer les pays. Les ajustements structurels. Est-ce qu'on a respecté ça? Même j'entends les critiques comme ça. La Banque mondiale y répond d'ailleurs en disant que la Banque mondiale intervient comme un médecin. Vous aviez la fièvre, la Banque mondiale vous dit prenez des gadgets par exemple de paracétamol ou de Doliprane. Un comprimé le matin, un comprimé le soir. La plupart de ces pays qui n'ont pas respecté les prescriptions comme le Congo ne peuvent pas aujourd'hui rejeter la balle du côté du docteur. Mais comment vous pouvez prêter de l'argent à un pays dont vous savez pertinemment que l'économie est en gouffre, déjà, et en plus vous demandez des intérêts exorbitants? Donc la démarche même de la Banque mondiale, c'est une démarche dès le départ qui est erronée, qui est partie avec une idée de ne pas aider, mais plutôt de se servir. Donc je ne vois aucun pays au monde que la Banque mondiale a soutenu. La Banque mondiale vient toujours au secours pour éviter qu'il y ait de la banqueroute. Alors qu'il faut venir au secours pour élever les nations qui sont déjà en train de marcher. Revenons sur l'Union sacrée. Donc vous dites, vous avez adhéré à M. Tshisekedi. En préparant cette émission, je l'ai dit, beaucoup m'ont demandé également de vous poser la question. Certains de vos détracteurs ou des gens qui ne voient pas les choses comme vous disent des Oli Ilunga que c'est... Emmanuel Ilunga. Oh mon Dieu, je crois que ça sera la dernière fois. Ouais. Bon, je vous appellerai Ilunga pour éviter la confusion des prénoms. Disent de M. Ilunga qu'il faut le mettre, je serais un peu méchant en les disant, dans la phare des gens qui trahissent facilement. Vous avez été à Genval, vous êtes allé au rassemblement, vous trahissez M. Tshisekedi,
Vous allez avec M. Tibala au gouvernement, ça capote entre vous deux, on vous débarque du gouvernement. Aujourd'hui, Tshisekedi revient au pouvoir, vous faites les yeux doux à M. Tshisekedi en adhérant à l'Union sacrée. En clair, M. Ilunga nage, aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, il nie. Il rejette sa casquette du FCC, il est aujourd'hui à l'Union sacrée. Demain, une autre personne, Azambi Sarolandeska Maïzocho. Tout d'abord, j'étais à Genval, bien entendu. Et quand on regarde les résolutions de Genval, quand je suis revenu au Congo, je suis allé à la cité de l'OUA avec Vital Kamere, avec Sami Ah oui, le dialogue de Kodjo. Ah, vous comprenez? Parce qu'il fallait sauver les pays de la catastrophe. Contre la volonté de M. Tshisekedi, le père. Oui, mais moi je n'ai Heureuse jamais... mémoire. Non, mais moi je n'ai jamais été membre de l'UDPS. Mais vous étiez en Géval. J'étais à Où Genval. l'autorité morale était M. Tshisekedi. Bien sûr, j'étais... Le rassemblement avait comme Oui, tête M. mais Tshisekedi. tout à fait, tout vous ne à pouvez fait. pas dire ça. J'étais à Genval avec Faïlou, avec Lissanga Bonganga, avec tout le monde. Mais tout d'abord, moi je reste un homme libre. Je n'ai jamais promis ni à Félix Tshisekedi, ni à Etienne Tshisekedi que je suis votre fidèle élève. Non. Je suis partenaire autour de la table des négociations. S'il y a des choses, je trouve que l'intérêt du pays est plus fort, plus important qu'il y ait des négociations personnelles, j'adhère à l'intérêt du pays. Sans rien attendre en retour. Parce que s'il s'agit des moyens de vie, moi j'ai mes moyens personnels qui me donnent suffisamment du temps pour vivre. Je n'ai même pas besoin que Félix me donne quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et le président de la République, là où il le sait très bien, que j'ai des moyens depuis très longtemps. Donc je n'ai pas besoin de ça. Moi, si je suis engagé en politique, je me suis même ruiné, pour ceux qui me connaissent, qui vivent en Europe, ils savent pertinemment que je me suis même ruiné que gagner quelque chose. Moi, c'est l'expérience et l'amour de la patrie qui m'amène au pays. Tout simplement. Ça, je peux confirmer. En vérifiant, on dit que vous avez... Oui. Vous êtes quand même responsable de quelques entreprises en Europe. Je ne ferai jamais des yeux doux à Félix Tshisekedi. Vous n'êtes donc pas un traître, comme certains le Mais d'abord, je vais les trahir par rapport à quoi? Parce qu'on j'ai n'a donné aucun les accord. exemples. Vous êtes allé en Géval, Non, mais j'ai quitté- vous allez chez Kodjo, vous trahissez, lui-même, vous allez avec je ne- Tibala. Non, Mais non, vous êtes dans l'Union sacrée. Non. En 2 ans, Non. vous avez été dans tous les râteliers quand même, monsieur. Non. Mais le président Félix lui-même, il était avec nous à Genval, et puis il était avec Faïlou à Genève. Il a quitté Genève. Lui-même, il était en accord avec le FCC. Il a quitté le FCC. Donc c'est une question d'intérêt et de vision politique de la nation. Lorsque vous voyez que les intérêts du pays, moi j'adhère à l'idée de l'union sacrée. Parce que l'union sacrée, ce n'est pas un mouvement. Je ne suis pas dans l'union sacrée parce que ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un ensemble de gens qui se réunissent, qui se rencontrent. L'idée de l'Union sacrée, c'est quoi? Oui, l'idée de l'union sacrée... Anéantir Kabila, où vous étiez d'ailleurs. Moi l'idée de l'union sacrée, moi tout d'abord, pour parler de Joseph Kabila, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je resterai toujours loyal à Joseph Kabila. Lui en tant que personne. Je connais l'homme, c'est un homme très sincère dans ses relations avec les autres. Et c'est un homme qui mérite mon respect. Et ce qui lui, je le respecterai toujours. Pour quelqu'un de la diaspora dire ça des Kabila. Non, mais moi je le dis sans la diaspora embâche. vous regarde. Hein. Mais je vous l'ai dit. Kabila, on dit de lui que vous avez dit qu'il était rwandais, vous de l'Europe, vous nos compatriotes. Écoutez, je ne parle pas de vous comme individu, importe. vous êtes de la diaspora. Vous avez dit de lui qu'il était Hippolyte Kanambe. Vous avez dit de lui qu'il a détruit les pays. Vous pensez que Kabila n'a jamais été rwandais, Kabila n'a jamais détruit les pays. C'était un symptôme. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, c'est pas juste du pouvoir. Oui, 2 minutes. C'est une parenthèse. 2 minutes. Ce que je suis en train de dire, c'est que Joseph Kabila mérite le respect. Vous savez, il a dirigé ces pays, il y avait 1+4. Le pays était en explosion. Il faut quelquefois reconnaître le mérite de quelqu'un, même si c'est votre ennemi. Il a maintenu l'unité nationale, au gré même de certains qui voulaient que les pays implosent. Et il a dirigé ces pays, il a refusé de signer certains accords que nous sommes en train de signer aujourd'hui, qui sont des accords bidons. Vous comprenez, qui sont des accords bidons. Et lui, il a refusé de les signer. Donc, il faut dire qu'il a eu des actes de noblesse. Il a refusé de signer quand il a signé le code minier. C'est le code minier qui a même créé quelque part son départ. Parce que le code minier d'avant, il nous mettait en infériorité à tous les niveaux. Il a fallu que quelqu'un tape du poing sur la table pour que les choses rentrent un peu dans l'ordre. Donc ce n'est pas le diable qu'on présente tout le temps. Non. Pour vous, Kabila n'est pas un diable. Parce que, vous savez, c'est trop facile d'attaquer, d'insulter. Quand vous êtes au-dessus, moi j'ai toujours dirigé. Je sais que quand vous êtes devant les gens, c'est facile de
jeter des pierres, parce que c'est normal quand vous êtes devant. Mais quand vous faites passer quelqu'un devant, il aura peut-être du mal à voir même la route et les chemins. Il a eu des moments de faiblesse, je ne peux pas dire le contraire, mais il a eu des moments de noblesse qu'on doit lui reconnaître. Il a organisé les élections libres auxquelles lui-même n'est pas candidat. Ça, c'est un acte quand même super important. S'il n'avait pas organisé les élections, Félix Tshisekedi ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Donc il a organisé des élections auxquelles lui-même n'était pas candidat. Nous attendons 2023 pour organiser les élections. Et j'espère que ça sera mieux que ce qui a été organisé avant. Et là, vous pouvez comparer. Parce que c'est facile de l'attaquer, parce qu'il ne peut pas parler. Vous savez, un absent ne peut pas parler. Mais moi, j'ai été dans son gouvernement, j'ai vu la personne. Au départ, je ne la connaissais pas. J'ai eu à le connaître personnellement. C'est un homme d'une hauteur des valeurs que vous ne mesurez pas. C'est pas vrai. Je vous le dis sincèrement. C'est pas vrai. Je vous le dis Emmanuel sincèrement. Arrêtez, c'est pas l'image qu'on a des Kabila quand même. Entre l'image et la réalité. C'est comme moi, les gens m'ont attaqué sur le livre de Howard Bloom, que je suis sataniste, ainsi de suite. Je vous ai dit ce qu'il y a dedans. Vous voyez que c'est totalement anachronique par rapport à ce que les gens disaient. Entre l'image qu'ils avaient du livre et la réalité, les contenus, ça n'a rien à voir. C'est ça. Mais le jugement des gens est toujours superficiel. Pour la plupart des temps. C'est superficiel. Si vous vous fiez au jugement superficiel, vous risquez d'être à côté de la réalité. Vous m'expliquez l'idée de l'union sacrée. Vous dites que l'union sacrée est une idée. La plupart de mes interlocuteurs que je reçois ici n'arrêtent pas de me dire c'est l'idée du président de la République, une idée ingénieuse. Mais personne n'arrive à m'expliquer en profondeur. C'est quoi cette idée-là? Mais finalement, justement, parce que il faut dire aussi c'est un flou juridique. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que, non, mais je vous dis, moi je ne les critique pas. Moi je constate. C'est un flou juridique. Pourquoi? Parce que quand, soit c'est un mouvement, un groupe, les gens se rencontrent, où ils échangent, ils tracent des programmes, des stratégies pour X ou Y raison. Mais soit c'est une idée, mais que tout le monde avait. Parce que moi, je l'avais avant que ça soit proclamé officiellement. C'est pour ça que j'ai adhéré tout de suite. Mais c'est quoi l'idée là? Maintenant, quand on a adhère... commencé à en parler. L'idée, c'est une idée. C'est quoi cette idée-là? C'est l'idée du fait que la nation souffre. Comme la nation souffre, il y a des points principaux auxquels nous pouvons tous être d'accord pour permettre de stabiliser notre pays. Et ces points sont lesquels? C'est d'abord sur l'intégrité territoriale de nos territoires. Sur le soutien, par exemple, de notre armée qui est dans l'Est, en train de batailler. Parce qu'on protège d'abord la nation, et puis les divergences, on pourra les attaquer plus tard. C'est dans cette optique qu'il y a l'idée de cet ensemble. Mais ce n'est pas une idée, comment dirais-je, l'union sacrée, et d'ailleurs même comme son nom l'indique, l'union sacrée, c'est une union face à un danger. Face à un danger. Les dangers qui nous guettent, c'est les dangers de la dislocation de notre nation. Je ne peux ne pas adhérer à une telle idée, qui est très belle. Emmanuel Ilunga, oui. Vous adhérez à l'idée de l'union sacrée. M. Tshisekedi est là, ça fait 2 ans, il est pratiquement à mi-mandat, 2 ans et demi. Comment jugez-vous l'action de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous pensez que le pays fait des bons ou des pas avec M. Tshisekedi? Vous pensez qu'on est en train de stagner ou vous pensez que Tshisekedi est en train de déstructurer même le peu que le saint Kabila que vous peignez ici nous a laissé? Quelle est l'image que vous, intellectuels, politiques, vous faites de ce que M. Tshisekedi fait, de sa gestion de Tshisekedi au pouvoir? Alors, moi je vais vous dire une chose, c'est que le président Félix Tshisekedi est de très bonne volonté. Moi je le dis sans pour autant avoir une idée derrière. Parce que moi je le connais avant qu'il soit président. Et je le connais maintenant. D'abord j'étais son ministre aussi, pendant 6, 7, 8 mois. Donc je connais, parce que pour avoir échangé avec lui à plusieurs reprises sur des sujets importants. Lui, il est de bonne volonté. L'entourage. Mais il y a des faiblesses. La rhétorique, on la connaît. Non, c'est pas lui, ça. c'est l'entourage. Il y a des faiblesses. Allez-y, on sait, le venin se trouve dans la queue. Il y a des faiblesses parce que... Les faiblesses, c'est quoi? C'est l'entourage ou c'est lui? Moi, je suis chef d'entreprise. Je choisis mes collaborateurs. Parmi mes collaborateurs, tous n'ont pas les mêmes qualités, n'ont pas les mêmes capacités. Alors, pour ça, je leur fixe des objectifs. C'est ça qui va déterminer les compétences de chacun. Si je les choisis sans leur fixer des objectifs, malheureusement, je ne pourrai pas avoir des résultats, les juger. Et donc, il y a des faiblesses au niveau, effectivement, de ces collaborateurs. Il y a beaucoup de faiblesses. Donc, s'ils s'entourent des collaborateurs un peu plus, je dirais, compétents,
il aura beaucoup plus de résultats. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, Que les lui, collaborateurs du Tshisekedi sont incompétents? Non, attention, je ne dis pas tous. Il y en a qui sont incompétents. Il y en a qui sont compétents. Il y a des gens... Je prends le ministre de Finances, il est très compétent. Nicolas Kazadi? Oui, il est compétent. Mais il y a d'autres personnes... Qui sont autour du président de la République. Qui ne les sont pas. On accuse nos amis de la diaspora notamment. Oui, mais la diaspora, elle est justement... Nous, ceux qui sont là, pour la plupart, vous les avez peut-être côtoyés bien en sûr Europe. que je connais beaucoup. Ces incompétents-là, ils ont été en Europe avec vous. Oui, mais vous savez, je ne vais pas tout déballer sur la table. Vous savez, beaucoup de gens en Europe n'ont jamais travaillé. C'est croustillant, nous on aime pas, nous on aime ça. Oui, beaucoup de gens en Europe n'ont jamais travaillé. Et ils se retrouvent aux fonctions d'État, directement, d'un seul coup, pour la première fois. Ceux qui sont à la présidence, certains n'ont jamais travaillé de leur vie. Je ne dis pas ça. Non, je comprends, je vois où vous m'emmenez. Mais j'ai dit simplement, il y a certaines personnes en diaspora qui n'ont jamais travaillé. Et du coup, ils sont bombardés aux fonctions d'État. Aux fonctions d'État. Mais il a le temps d'apprendre ça. Or, on n'apprend pas au sommet de l'État. Donc, la difficulté, elle est là. Pour certains. Peut-être qu'ils sont de bonne volonté, mais ils sont en difficulté du fait même que les fonctions exigent un travail quotidien, permanent. Oh, le temps de suivre est en retard. Vous êtes aux humanités et vous n'avez pas peut-être appris les maths modernes, les maths classiques, et on vous bombarde tout de suite avec des algèbres. Donc vous avez du mal, même si vous allez comprendre demain ou après-demain, mais vous aurez du mal à suivre. C'est ce qui arrive. Mais moi je crois, s'il s'agit que du président lui-même, il est de bonne volonté. Il a envie de faire des choses, il essaie de bousculer, mais un pays ne se développe pas avec un seul homme. Un pays se développe avec l'ensemble de la nation. Donc il faut une volonté commune d'aller de l'avant. Et cette volonté, il faut qu'il y ait une équipe. D'abord, c'est une pyramide. Hein. Vous savez, il y a les sommets, la pyramide jusqu'au milieu, jusqu'à la base. Mais avant d'atteindre la base, il y a toutes ces étapes-là qui doivent être extrêmement coordonnées. Il y a des pays on ne lui a pas imposé ses collaborateurs. Moi, je suis des fois scandalisé quand nos intellectuels, nos politiques vont se calfeutrer dans cette affaire de se dire c'est pas lui, c'est Kabila l'a dit, j'ai pas 15 collaborateurs, vous lui dites, il a de la volonté, c'est peut-être l'entourage. On n'impose pas une autorité son entourage. Absolument. Si incompétence il y a, si problème il y a, si mauvaise gestion il y a, il faut tirer un boulet rouge sur le président lui-même. Personne n'a imposé au président de la République ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, à ce stade, il est trop tôt pour juger le président. C'est trop tôt parce qu'il a un mandat, il est à mi-mandat. Donc, on attend. Ça se trouve qu'il a amorcé des réformes qui n'auront apporté des fruits que dans 1 an, 2 ans. Donc, je vous ai demandé de faire les bilans de ce qu'il a déjà fait depuis là. Oui. Est-ce qu'on est en train d'avancer? Vous pensez que la gestion, c'était ça la question d'ailleurs, fait des bons, on est en train de faire des pas, nous sommes en train de stagner ou on est en train de reculer? Parce qu'il y en a qui pensent qu'à l'heure actuelle, c'est pire que ce que Kabila a laissé. Non, on ne recule pas. Au niveau de la justice, on ne recule pas. On stagne. Au niveau de la justice, on avance plutôt, on ne recule pas. Parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on ne l'a pas vu hier. Plus ou moins cette indépendance progressive que les magistrats sont en train de prendre. On ne l'a pas vu hier. Et un pays se développe d'abord avec sa justice. On a vu, il y avait la gabegie que l'on ne voyait pas. Même moi, j'étais ministre. Il y a des choses qui passaient comme ça sous les yeux, je ne voyais pas. Pendant cette période, moi, quand j'ai pris en intérim les affaires foncières, j'ai créé une commission où j'ai commencé à enquêter sur les spoliations. J'ai rendu beaucoup de villas à des Congolais ordinaires. Entre autres, Gabriel Moka et certains et tout ça. Mais au détriment de qui? De mes propres collègues et de certains généraux qui ont spolié parce qu'ils étaient puissants. Mais ça, ce n'était pas Félix qui était président. Je ne voulais pas vous embarrasser avec cette affaire des affaires foncières. Voilà, donc, vous êtes sorti de là par la petite fenêtre parce que vous-même, on vous a pris en flagrant délit dans des histoires. Vous avez été chassé comme ministre des affaires foncières. Non, du tout. Non. La correspondance existe. Non. On vous a déchargé de vos fonctions de ministre des Affaires foncières. Mais parce qu'on vous reprochait entre autres de s'être trompé dans des situations pas trop bien, monsieur le ministre. Du tout. Vous savez, lorsque vous vous attaquez à des dossiers très importants de cette nature, parce qu'il y a des ambassades des pays qui ont été vendus dans ces pays. Et moi, je ne veux pas citer des noms et je m'attaquais à ces dossiers. Vous imaginez, c'est des dossiers lourds, importants, et des noms importants qui sont sur la table. Vous savez, on a dit, on a fait une rétrocession en dollars, c'est 7 000 $. Moi, je paye à l'époque l'école de mes enfants, mes deux, c'est 40 000 par enfant en Europe. Donc, école de Roche et école de Tersac. Ils étaient de 80 000 $. Et ça faisait 4 ans, donc 8 ans, j'ai payé ça. Mais on me reprochait que j'ai trempé sur 7 000 $. C'est rigolo. J'ai construit
un immeuble de 7 niveaux depuis 2014. J'ai des biens, donc c'était rigolo. C'est insignifiant par rapport à ce que moi je possède comme patrimoine. J'ai pris l'argent des rétrocessions, j'ai payé les policiers qui sont là et les agents d'en bas qui nettoient. Depuis 3 mois, ils sont écrasés, piétinés. Donc j'ai pris cette... Je dis, vous, la rétrocession, au lieu que ce soit les conseillers qui se les partagent tout le temps comme d'habitude, ça sera vous. C'est ce qui a été fait. Il y a des témoignages pour ça. Tous les problèmes partis de là, mais en fait, on m'a attaqué sur ça, mais en réalité, ce n'était pas ça la cible. J'ai commencé à déranger aux affaires foncières. J'ai dérangé des gens qui avaient des biens, ils étaient assis confortablement dans les maisons des gens. Je suis en train de relire encore cet épisode-là. Hein. Voilà. Oli Lunga trempé dans ça. Emmanuel Lunga trempé dans ça. Emmanuel Lunga trempé dans ça. Non, c'était juste quand même ça. assez étonné que vous donniez cette version-là parce que c'est ce que j'ai dit. J'ai Aux affaires foncières, vous êtes vraiment sorti par la petite fenêtre. Et moi, je ne voulais pas vous amener sur ces terrains-là pour ne pas vous embarrasser. Non, parce que moi, je suis d'ailleurs surpris que vous en parliez vous-même. Oui, hein. mais tout en sachant que ceux qui ont vu le travail que j'ai fait, ils savent. Pour rendre 50 villas à des gens ici au Congo, vous-même, vous savez que c'est pas... Je l'ai fait dans 3 mois. J'ai mis dans les caisses de l'État 6 millions de dollars, alors qu'avant moi, on mettait dans les caisses de l'État 1 million de dollars par an. Moi, j'ai fait 6 millions dans 3 semaines. Vous comprenez? Ça dit, j'ai travaillé. Alors, ceux qui m'ont attaqué, ils m'ont attaqué injustement. Et d'ailleurs, je les ai amenés en justice. La justice les a condamnés. Vous comprenez? La justice les a condamnés. Moi, je suis très loin. 7 000 dollars, c'est insignifiant pour moi. C'est vraiment insignifiant. Soyez modeste, les Congolais, vous Non, mais un peu d'humilité. Non, mais c'est vrai. Vous en parlez beaucoup, hein, les biens. Vous Mais je vous dis, non, parce que... C'est vrai que vous vous appelez Ilunga, vous êtes Kassaïen, je ne veux pas aller sur ces Oui, terrains-là, non, mais non, quand même. Mais je vous dis... Donnez-les-moi 7 000 dollars. Vous en avez après l'émission? Il n'y a pas de problème. Après l'émission, vous me donnez 7 000 dollars? Je vous donne les 7 000 $. Ah ben je prends mes téléspectateurs à témoin. Je reviendrai demain ici pour dire monsieur Ilunga a promis 7 000 dollars. Après, si t'es bon, il me l'a été bon, bima. Non, il n'y a pas de problème. Mais non, mais sincèrement, c'est que... Vous imaginez un conseiller du Premier ministre qui occupe indûment les logements d'une personne qui se retrouve au couvent chez les sœurs, messieurs, madame et les enfants. Ils viennent me voir dans mon bureau, ils pleurent. Moi, je suis allé voir mon chef, mon Premier ministre. Bruno Tshibala à l'époque. La maison que votre conseiller occupe appartient à une certaine personne. S'il vous plaît, moi je suis ministre des Affaires foncières, c'est moi qui suis ministre. Mais on m'a opposé une fin de non-recevoir. Mais pour ça, j'ai fait un courrier, je vous l'ai montré tout à l'heure, où j'ai rendu la villa à la personne concernée. Et contre l'avis de votre... Contre l'avis du Premier ministre. Oui. Et je lui ai dit à ces messieurs que ça, c'est ma dernière signature. Ici, dans ces ministères. Mais pour la justice, je m'en fous. Je suis prêt à mettre ma tête sur la table. C'est ce qui a été fait. J'ai rendu la villa le vendredi et le lundi, j'ai eu le courrier. On m'a déchargé de la fonction de ministre d'intérim aux affaires foncières. Donc d'une certaine manière, vous accusez Tshibala aussi de s'être étranger un peu dans ça. Je n'accuse personne. Parce que s'ils vous chassent parce que vous faites un bon travail, parce qu'ils sont conseillers, c'est que Tshibala était un mauvais Premier ministre qui s'accaparait des villas des gens. Mais je l'ai dit, moi j'ai dit ce qui est réel. Le courrier est là, j'ai rendu la villa, il y a son conseiller Koulungu qui logeait dans cette villa. Et la villa appartenait bien et bien à M. Boékoa, un certain Boékoa. Vous imaginez, quand je suis parti, on a mis le ministre qui m'a remplacé, Tchiban Kalala, il a fait un arrêté contraire à mon arrêté, sans le motiver. Et d'ailleurs, son arrêté est arrivé en justice, la justice l'a rejeté. Aujourd'hui, on m'a donné raison parce qu'on a rendu la villa à ces messieurs. Quelle est l'image que vous avez de Bruno Tshibala, vous? Non, moi, c'est compliqué de juger. Vous l'avez côtoyé quand même. Hein. Oui, bien sûr, bien entendu. On dit qu'il était bien dans l'opposition, mais bien vous qui avez travaillé avec lui, mais vous beaucoup savez, disent qu'ils n'ont jamais vu un homme d'une... Bon, je vais être gentil avec lui, mais bon, beaucoup qui ont travaillé avec lui disent que bon, l'opposant n'était pas à la hauteur du Premier ministre. Le diriger, il y a des choses que vous voulez dire là. C'est inné, vous naissez avec. Il y a certaines choses, Dieu vous donne. Et d'autres, vous acquérez ça dans la vie. Je ne vais pas les juger. Moi, je veux que les Congolais jugent. Moi, personnellement, mon avis, il est caché. Il est au fond de moi. Mais ce qui est certain, c'est que ce gouvernement aurait dû mieux faire. S'il avait un autre Premier ministre que Bruno Tshibala. Non, le gouvernement aurait dû mieux faire. S'il avait un autre Premier ministre que Bruno Tshibala. Vous savez, moi, j'avais 2 projets. Allez au bout de la logique, monsieur. J'avais 2 projets dans ces ministères. Je voulais accorder à 16 millions de Congolais de l'étranger une carte et une banque. Je disais, s'ils ont une carte, qui est une carte de séjour, comme les Indiens, ils ont Indian Foreigners Card, ils vont venir au Congo sans la formalité des visas. Parce que j'ai reçu des Congolais qui vivent en Australie
pour venir au Congo, ils sont obligés d'aller au Japon, c'est là où il y a notre ambassade, chercher les visas, soit d'aller en Afrique du Sud. Donc quelqu'un qui travaille, qui fait tous ces voyages, il perd des jours de congé. Et ils sont découragés de venir au Congo. Ils vont au Sénégal. Moi, j'étais au Sénégal à plusieurs reprises. J'ai vu des Congolais, des centaines de Congolais, mais en vacances avec leur famille. J'ai dit, mais Bozo, ya Mboka na biso ça besoin d'abino. Parce que tout ça besoin d'abambongo nabino pour na boso babiloko ba maman na biso ba tekaka tout consort. Et ils reviennent toujours sur le même problème. Donc, j'ai fait ces projets. Et la banque allait générer 174 milliards de dollars. Pas millions. Tous les projets sont là. La carte pour les affaires étrangères, elle-même, on aurait eu 2 milliards de dollars. Donc, on allait régler les problèmes de nos missions diplomatiques, qui sont très pauvres. Et Tchibala a bloqué ça? Très pauvres. Vous voyez, donc les projets sont là. Vous pouvez imaginer, les projets étaient inscrits 3 fois à l'ordre du jour. Tchibala a bloqué ça? 3 fois inscrits, 3 fois enlevés. Et le jour où on doit préparer les projets, vos compatriotes à vous, qui sont venus, qui aiment les Congo comme vous, Baouti Texas, Baouti Londres, Baepo, avec vidéo, conférence, pour expliquer à tous les ministres comment les projets s'est fait. On est en commission de sécurité. À 5 minutes de la réunion, on demande de l'annuler à la primature. Donc, il y a des choses dans ces pays qui sont totalement contradictoires au progrès. C'est que les Congolais ordinaires ne savent pas. C'est peut-être la tête d'Emmanuel Ilunga qui ne plaisait pas. Bon, moi, je suis un homme libre. Moi, j'aime mon pays. J'aime beaucoup mon pays. Moi, quand vous êtes dans la justice, on marchera ensemble. Même si vous êtes mon père. Si vous êtes dans l'injustice, désolé. Je ne peux pas marcher avec vous. C'est comme ça que, quelquefois, j'ai dérangé, oui. Parlons, sujet majeur d'actualité de l'heure, c'est la loi Noël Tiani. Cette loi-là qui est désormais portée à l'heure actuelle par le député national Nsingi Mpouloulou. Cette loi conditionnerait, au cas où elle passait, la candidature à l'élection présidentielle au fait que l'on doit être congolais des pères et des mères. Ça crée un peu beaucoup de problèmes. Monsieur Emmanuel Ilunga, quel est votre point de vue sur la loi Noël Tiani? Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que c'est une loi conflictogène qui va imploser le pays, ou de ceux qui pensent que le Congo a fait preuve à des élans de balkanisation, il faut protéger certaines fonctions? Alors, tout d'abord, ce projet de loi n'est pas le projet de loi de Noël Tiani. Je tiens à vous préciser que ces genres de textes ont existé dans notre pays. Déjà du temps du UMPR, pour être président du UMPR, il fallait être zaïrois de père et de mère. Donc ce sont des textes et des idées qui ont circulé depuis. Même si il veut s'accaparer la paternité. Mais c'est des idées qui existaient depuis. Maintenant, est-ce que l'opportunité aujourd'hui est là pour présenter un tel texte? Moi j'ai dit non. Il est inopportun aujourd'hui de présenter ces textes. Pourquoi? Parce que il ne faut pas ouvrir 40 000 fronts. Nous sommes dans un moment charnier de notre histoire. Notre pays traverse des moments extrêmement difficiles. Nous avons tous les jours qui se passent dans l'est de notre pays des gens qui sont égorgés. Nous devons structurer notre armée qui a été infiltrée par beaucoup de traîtres. Nous devons organiser la nation. Et cette nation doit s'organiser avec ses propres enfants. Et les enfants du Congo ne sont pas forcément ceux qui sont nés des pères et des mères congolais. Les enfants du Congo. Nous avons des Congolais qui sont nés des pères congolais et des mères peut-être brazzavilloises. Des demi-Dakar, comme on les appelle. Il y a qui aiment le Congo. Je peux prendre les cas de Mamadou Ndala, par exemple, qui a versé son sang pour protéger notre nation, la patrie, qui était en danger. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc venir avec une telle proposition sans qu'il y ait débat déjà au sein de la nation, préparer l'opinion, je pense que c'est trop précipité et c'est un calcul politicien. Premièrement, pour exister politiquement, lorsqu'on n'a rien à proposer. Vous parlez de qui ça? De Noël? Non, je ne parle de personne. Ok, je ne veux pas parler de personne. Et deuxièmement, ça crée déjà des tensions. Ça va cliver les pays. Alors que ça devrait, au contraire, unir le pays. Alors pour cela, il fallait une démarche d'explication. On explique.
qui est peut-être à la prochaine mandature, voilà ce que nous allons proposer. Les parlements qui viendraient, il y aura ça, il y aura ça. Donc, soit le candidat président qui sera candidat aux élections de 2023 pourra mettre ça dans son programme. Et s'il est élu, il aura eu toute la légitimité pour faire une telle proposition. Quelle légitimité il a? Quelle légitimité il a pour faire une telle proposition qui clive le pays? Déjà, le pays va mal. Vous comprenez? Même si, dans l'absolu, cette loi doit exister. C'est ça ma question. J'ai l'impression que vous dites, elle est bonne. Mais le problème... Dans l'absolu, je finis parce que... Ok. Il faut choisir le moment, l'opportunité. Vous comprenez? Il faut choisir l'opportunité. Parce que si nous avons plusieurs priorités, ça veut dire qu'on n'a plus de priorités. On a tellement plusieurs, ça s'annule. Il faut en prendre un, finir, un deuxième, un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Sinon, ça s'annule. Vous parlez de calculs politiciens. Il y en a qui disent, qui voient des choses comme vous en disant que c'est des calculs mis en branle par M. Tshisekedi pour écarter Moïse Katumbi de la course aux élections présidentielles de 2023. Est-ce que dans la farde, dans le lot des calculs politiciens, vous voyez aussi la main du pouvoir Tshisekedi derrière cette loi? Non, moi je ne pense pas. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi était candidat à l'élection présidentielle contre beaucoup de candidats. Mais il les a gagnés ces élections. Il n'avait même pas besoin de cette loi. Il est déjà président sans cette loi. Donc dire que derrière cette loi, il y a Félix Tshisekedi, non, moi j'ai connu. Là, je parle pas en tant que mon président, en tant que quelqu'un que j'ai connu comme ami. Je connais et je ne pense pas qu'il puisse avoir des idées aussi erronées pour que cette loi l'amène au pouvoir. Il est déjà au pouvoir sans cette loi. Donc mais il a envie de rempiler. Moïse Katumbi, c'est quand même un challenger sérieux qui fait peur. On peut mettre ça en termes de stratégie pour mettre de côté tous les potentiels dangers. Le Congo n'est pas non plus, un foutoir où n'importe qui peut s'élever pour devenir candidat à l'élection présidentielle. Entre nous soit dit. C'est même votre titre de l'émission. Parce qu'il faut, dans tous les pays du monde, on regarde le background de chacun. Les études faites, c'est important. Et les origines aussi. Vous comprenez? Les origines. Côté études, laissons ça, parlons autre chose. Bon, les origines. Côté études, il faut laisser. D'accord, mais les origines sont importantes. Vous devez savoir, mais M. Ilunga, son père c'est qui, sa mère c'est qui? Mais vous avez vécu en France? Oui. Nicolas Sarkozy était hongrois? Oui, non. Il vous a dirigé? Non, regardez, la France est une vieille nation qui a plus autant de siècles d'existence. C'est une vieille nation. On peut vous prendre même vous. Aujourd'hui, on vous met président de la France. Vous serez incapable de voler même 1 euro. C'est une vieille nation qui peut se diriger même sans le président. Ce sont des vieilles nations. On ne peut pas les comparer avec nous. Nous, ça fait que 60 ans que nous avons existé. Tout ça, on va l'amitié. Tout ça, on va l'amitié. Et ça, on va t'attendre à Botamaki. Congo et Zalaki Congo. Nous, tout ça, nous. Tout ça, on va l'amitié. Donc, il faut aussi tenir compte de ces aspects-là. Alors, vous avez parlé de Moïse Katumbi. Nous devons savoir, il semble, moi je n'ai pas de preuves, que son propre frère aurait dit dans les médias, moi je n'ai pas de preuves, j'ai lu comme tout le monde, que c'est son demi-frère, son père, il s'appelait Nassim Soriano, qui est grec, juif, grec, un séfarade, c'est des juifs de Proche-Orient et des Maghreb, et sa mère était, à la mort du père de KTB, le père, donc Nassim Soriano, a pris pour épouse l'ancienne gouvernante de la maison, l'ancienne gouvernante, et qui a fait Moïse, la gouvernante qui est venue de la Zambie. Vous comprenez? Donc c'est aux antipodes même de nos lois actuelles. Donc vous n'allez donc pas comprendre qu'un juif zambien dirige le Congo, par exemple? Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Parce que moi, je ne peux pas aller en Israël pour poser la candidature. Là, je suis clair avec vous. Okay. Non, je peux accorder... Donc vous serez mal à l'aise, vous, de voir Moïse Katumbi candidat et demain peut-être président de la République? Je serai très mal à l'aise. Je serai très mal à l'aise parce qu'il y a des fonctions. Pourquoi simplement président de la République? Il y a d'autres fonctions qu'il peut exercer parce qu'il a vécu chez nous. Il a été gouverneur chez nous. Il peut exercer d'autres fonctions. Pourquoi simplement président de la République? Il y a des fonctions régaliennes. Même aux États-Unis. Quand vous arrivez, vous êtes américain de père et de mère, mais vous n'êtes pas né sous les sols américains, vous ne pouvez pas devenir président des États-Unis. Alors que vous êtes né de père et de mère américains. Donc ils ont balisé
Dans beaucoup de pays, ils l'ont fait, ils l'ont balisé. Vous ne pouvez pas aller en Allemagne, vous êtes né allemand, et puis vous prétendez être président de la République allemande, ainsi de suite. Donc, il faut dire, il y a des fonctions régaliennes. Maintenant, ce sont des questions qu'on peut mettre et les discuter à froid. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'on les discute à chaud, comme si c'était une guerre des uns contre les autres. Non, non. C'est une question d'intérêt national. Quand on bâtit une nation, on ne le bâtit pas pour les gens qui vivent aujourd'hui. On a des projections sur 100 ans, sur 150 ans, sur 200 ans. Moi, je suis un homme d'État. Moi, je regarde 100 ans, 50 ans plus tard. Donc, et les fondations qu'on doit mettre doivent tenir compte de tous ces aspects. Il faut les discuter. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a l'opportunité, parce que ça n'a pas permis un échange, une discussion. Il fallait discuter, échanger, que le peuple en fasse un débat. Et ça allait passer comme une lettre à la poste, tranquillement, parce que chacun aura émis son point de vue là-dessus. Nous avons effectivement eu beaucoup de trahisons. Nous avions le chef d'état-major James Kabarebe dans ces pays. Mais le jour où il est parti, Laurent Désiré Kabila, il a appelé, il dit, mais James nommé par un Congolais des pères et des mères. James Kabarebe est où? On a dit non, il est rentré chez lui. Il a dit, mais chez lui c'est où? C'est au Congo. Il a dit non, non, il est rentré chez lui au Rwanda. Vous comprenez? Donc, et tout ça, c'est quand même une histoire négative d'avoir accordé la confiance à des gens qui n'aiment pas les pays, qu'on n'a pas tracés. Donc il y a des dangers aussi. Cette proposition de loi n'est pas tout noir. Non, non, pour moi, dans l'absolu, c'est une proposition qui est bonne. Maintenant, la question c'est l'opportunité. Préparons l'opportunité pour faire comprendre à nos compatriotes l'intérêt de cette loi, tout simplement. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit, on est en train de... Bon, je n'ai pas vu l'heure passer, presque à la 50e minute. Notre invité de ce soir, c'est donc monsieur Emmanuel Ilunga, président de l'Action républicaine pour le progrès, ancien ministre délégué aux affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger. Avec lui, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique dans le pays. Monsieur le ministre, je voudrais quand même un peu tenter d'élever certains équivoques, si ils en sont vraiment. On dit que notre diaspora est la pire diaspora au monde. Vous êtes en France, vous allez les retrouver. Ils ont du mal à s'intégrer. Les autres sont organisés. Les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, c'est des diasporas intelligentes qui s'organisent en coopérative, en association. Mais chez nous, c'est tout le temps Château Rouge, Gare du Nord, des choses comme ça. Vous qui avez été ministre des Congolais de l'étranger, est-ce que vous pensez que nous avons la pire diaspora mondiale, la nôtre? Non, non. Et d'ailleurs, les gens qui disent ça, ils connaissent très mal notre diaspora. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes 16 millions. Et vous trouvez dans tous les pays occidentaux des Congolais qui sont dans des postes très importants. Qui sont des maires des villes. Qui sont dans les banques. Qui sont des très hauts cadres. Vous en trouvez. Le problème, c'est que c'est la majorité silencieuse. Il y a deux personnes qui crient comme ça, qu'on voit, mais on généralise par rapport à ces deux personnes qui crient fort. Mais la majorité silencieuse, elle est structurée, elle est organisée, elle travaille, elle respecte les lois des pays dans lesquels elle est accueillie. Je pense que ces pays dont vous venez de citer, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'État s'en mêle. C'est ce que moi, j'ai voulu apporter. C'est ce que j'ai voulu apporter. Mais malheureusement... Le problème, c'est l'État. L'État ne met pas le cadre, n'organise pas. L'État ne met pas les cadres. Et donc, c'est beaucoup de manques à gagner. C'est en milliards. Le problème, c'est que l'État... Moi, j'avais compris qu'il fallait structurer et organiser. Parce que j'y suis allé... Pour exemple, en 2012, vous allez dans la base de données de Western Union, vous trouvez que les Congolais qui sont dehors, ils ont envoyé vis-à-vis de notre pays 9,7 milliards de dollars. Pas millions, milliards de dollars. C'est marqué, c'est dans la base de données. Vous comprenez? Donc cet argent, l'État congolais n'arrive pas à capter. Pourquoi? Parce que les envois ne sont pas structurés. Les envois sont envoyés dans des agences étrangères. Donc l'argent arrive et retourne à l'étranger. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas organisé une structure et faire en sorte que quand l'argent arrive, on capte. C'est ainsi que j'ai créé cette banque internationale des Congolais de l'extérieur qui devait accompagner la carte Okapi. Mais comme on m'a bloqué partout, parce que certaines personnes, mauvaises langues, sont allées voir Kabila pour lui dire que Emmanuel Ilunga a des ambitions. Si vous le laissez faire avec ses projets, il risque de vous mettre mal à l'aise. D'après ce que moi j'ai appris. Parce que je voulais savoir pourquoi quelque chose qui va apporter 174 milliards au pays, on bloque. Moi je passerai, Emmanuel Ilunga passera. Le pays n'est pas limité à Emmanuel. Moi je suis venu, j'ai trouvé le Congo. Je partirai, je laisserai le Congo.
Mais nous faisons tout ça pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là où j'ai eu ces échos par rapport à des groupes, parce que nous, au gouvernement, comme moi je venais du rassemblement, on était toujours ostracisés, considérés comme des opposants. Voilà, des opposants. Voilà. Mais en même temps, au rassemblement, on nous considérait comme des gens qui nous ont quittés. Pauvre chauve-souris. Voilà, donc on était, et du coup, moi j'ai gardé mon indépendance d'esprit. Parce qu'il faut garder, les pays m'appartient, appartient à tout le monde, n'appartient à personne. Pour que quelqu'un dise qu'on l'a trahi, on l'a trahi Yazanani. Hein? Yazanani. Bokango yaye, yaye moko. Emmanuel Lunga, émission comment vous voyez l'avenir 2018, 0 député que je sache. Oui. Avec ARP, Action Républicaine pour le progrès. Vous-même, vous étiez candidat aussi que je sache. J'avais 11 400 voix. Vous n'avez pas été élu. Mais j'étais au... pas. Mais Yomoko Yebi, Ngana Kosa la commentaire. Parce que aussi au Salapé ba émission sur ce qui s'est passé. Donc au Yebi, ça s'est passé. Mais bon, j'accepte. J'accepte. Moi, je suis fair play. J'accepte. Parce que il y a des gens qui ont été élus avec 500 voix. Donc 2018, oui. Plusieurs candidatures, 0 élu. Ni dans le Sénat, ni dans l'Assemblée provinciale, alors que vous étiez ministre, hein, je rappelle. Parce que bon, ministre, on avait quand même les moyens de l'État. Moi, je n'ai pas eu les moyens de l'État, mais j'avais plutôt les combats contre moi. Ok. Comment vous voyez l'avenir? Je parle de vous, de votre parti politique. Vous serez aligné dans tous les échelons électoraux des élections ou comment vous voyez votre avenir politique, vous, comme ARP? Moi, je suis très optimiste. Je vais vous dire, c'est une confidence que je vous fais. Moi, je suis très optimiste. Moi, je crois. Moi, je suis un homme de foi en l'homme. Je crois en moi. Je pense que c'est l'homme. Einstein disait un jour à ses étudiants à Genève, il disait, vous savez, moi, les gens disent que je suis scientifique. Mais lui, il refuse. Il dit qu'il n'est pas scientifique. Il dit là, le scientifique, c'est celui qui part d'un point A vers un point B. Il sait où il va, où il quitte et où il va. Mais moi, je suis un rêveur. Je vais explorer l'univers. C'est ça mon rêve. D'aller explorer, de découvrir ce que les autres n'ont pas découvert. Et je crois avec force que je vais découvrir. D'où le départ de la théorie de la relativité. Cette réaction en chaîne. Qui ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, moi je crois. Je crois mon parti, je crois au cadre de mon parti, on se prépare pour les échéances électorales qui vont arriver. On va aligner comme d'habitude. Et nous, on aligne avec nos propres moyens. On ne prend pas les moyens de la présidence à... On va aligner partout. Ah, vous serez candidat président? On va aligner partout. Vous serez candidat président en 2023? Moi, je vous informe simplement qu'on va aligner partout. On va aligner partout des candidats et on va batailler. C'est notre pays. Que vous êtes ambitieux, monsieur. Voilà. Mais là, c'est justement ce que Dieu aime. Dieu aime les ambitieux. Dieu n'aime pas les tièdes. Ceux qui prient savent que Dieu aime les ambitieux, des gens qui osent, qui ont de l'audace. Et moi, j'ai de l'audace et j'ose. Madame, messieurs, on va terminer cette émission. J'étais donc avec l'homme des secrets de Lucifer. Heureusement que vous êtes passé sur ce plateau pour préciser. Moi, quelqu'un m'a fait rire quand je préparais cette émission. J'ai dit que je recevais M. Ilunga. Il me dit, ben, pasteur, il y a tant de secrets à Lucifer. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, mais non. Écoutez, moi, je viendrai toujours avec plaisir. Revenez Parce qu'il faut édifier nos compatriotes. Au moins, tribalisme comme Makassi Namboka, pourquoi? Parce que les Congolais n'ont pas eu des leaders qui disent vrai. Les leaders qui passent devant eux, ils édulcorent la vérité. Azoloba Makamboro, aller dans le sens du poil. Soit à caresser pouvoir, pour appeler ça un poste. Moi, je n'ai pas besoin. Voilà. Moi, si je soutiens Félix parce que je le connais. Et puis, j'aime qu'il réussisse. Mais je n'ai pas besoin de rien. Je n'ai pas besoin de rien. Ça fait... moi, je vis toujours. Vous avez vos moyens. Ça, on les... Je n'ai pas de problème. Vous avez des immeubles de 7 niveaux. Vous avez des enfants qui étudient dans des écoles, on paye $40 000. 400 000 $. Qu'est-ce que j'ai dit? $40 000. Non, ils ont fini. Mon fils a terminé. Assis ici déjà à l'université. Elle a terminé. $40 000. Jérémy a terminé le deuxième, assis ici. Le troisième autre aussi, ça a bac, il part aussi. Il part à Londres. Donc, je n'ai pas besoin. Il fallait préciser ça parce que les gens parlent beaucoup. J'étais obligé de préciser. Parce qu'il y en a même qui disaient, assoiffé de pouvoir, à comment même Konié Kazara Moulouba. À comment se présenter comme Katangé. Non, moi j'ai... Parce qu'au Fanda Pembe, il y a l'ambassadeur Mougalou. Non. On disait, non, il a même nié ça. Jamais. Il niait qu'il était Katangé. Je ne peux pas nier. Se présenter comme un Katangé. Comme un Katangé. Moi je suis... Pour flatter les Kabyles. Je suis
de la province du Kasaï et je suis Kanyoka. Et j'ai du sang Lunda. J'ai mes grands-parents qui sont Lunda. C'est mes racines. Je suis Kasaï parce que mon père est Kassaïen. Okay. C'est mes racines. J'ai du sang aussi Lunda. C'est mes racines. Monsieur Emmanuel Ilunga, merci d'être venu nous voir. Des pères et des mères. Ce n'est pas vrai. On va saluer Oli Ilunga. Excellence, monsieur le ministre. Je vais saluer monsieur Oli Ilunga. Donc, okay. Monsieur Oli Ilunga qui est donc en prison, ancien ministre de la Santé. Qui est mon ami, ouais. On est d'accord avec vous. Bon, il a quand même géré Ebola à un moment donné. Oli. Ouais. Quand on dit Ilunga, membre des mêmes gouvernements que vous, donc on a eu du mal un peu à créer la frontière. Effectivement, normalement confondu souvent. Donc j'étais donc avec monsieur Emmanuel Ilunga qui était ancien ministre délégué aux affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger. Merci. Je reviens demain pour vous dire s'il me donne $7 000. Et je vous montrerai, avec les $7 000, on a changé cette lumière, on ne l'a pas changé. Si je n'ai pas $7 000, retenez ce que j'ai dit, je reviendrai ici pour dire, Emmanuel Ilunga, Kosaki, beau voter, Batuna été, beau voter, à cause ça rappelle 7 000. Allez, ça a été un grand plaisir les amis, retrouvons-nous lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.